Bonjour à toutes et à tous, merci encore d'être aussi nombreux pour assister à cette discussion entre Jeanne Ethelin et Jérôme Gaillardet. Alors, comme il est tout à fait possible que pendant l'heure et demie qui suivent, je ne serve à rien. Puisque ça fait 2 jours que Jeanne et Jérôme discutent. Ou 1 jour et demi, je ne sais pas. Il est géochimiste, donc il faut être exact dans les données. Donc 1 jour et demi. Donc ils discutent. Donc il est tout à fait possible qu'ils n'aient pas du tout besoin de moi pour cette discussion. Alors, avant de commencer, donc, je vais juste prendre quelques minutes pour vous raconter ce que sont les coulisses de la manufacture d'idées. Comment ça se passe ? Et comment ça se passe pour nous qui sommes animateurs et animatrices de ces rencontres. Vous pensez peut-être qu'on choisit les sujets qu'on va animer, les gens qu'on va rencontrer. Pas du tout. Ça se passe absolument pas comme ça. C'est-à-dire que c'est Emmanuel Favre qui choisit. C'est-à-dire que pendant toute l'année, vous attendez le coup de fil où Emmanuel va vous dire ce que vous allez faire. Voilà. Et donc, ce coup de fil, il arrive généralement avant le printemps, voilà, et vous avez marqué Emmanuel Favre sur votre téléphone. Vous savez que vous allez avoir besoin d'1 heure et demie, 2 heures. Donc, vous vous mettez dans un coin, et puis, et là, il vous dit, bon, j'aimerais que tu fasses ceci. En fait, ce qui veut dire, tu vas faire ceci. Et donc, cette année, en mai, Emmanuel m'appelle, je m'isole, voilà, et puis il me dit, ben voilà, cette année, j'aimerais que tu fasses, voilà, j'avais bien compris ce qui se passait, j'aimerais que tu fasses une rencontre, que tu animes une rencontre entre Jeanne Ethelin et Jérôme Gaillardet autour de la zone critique. Bon, là, il y avait beaucoup de mots que je ne comprenais pas hyper bien. Et puis il me dit, voilà, Jeanne Ethelin, c'est super intéressant, c'est une philosophe, parce que, oui, il faut que je vous précise que jamais, Emmanuel vous demande de travailler sur les livres que vous avez chroniqués pendant l'année ou lus. Hein. C'est toujours ceux que vous n'avez pas lus. Et donc, il me dit, voilà, Jeanne Ethelin, super intéressant, elle vient de publier un livre qui s'appelle Zone, Terre, sexe et science-fiction, chez Flammarion, où elle explique comment est-ce que la notion de zone peut renouveler la pensée, renouveler la manière de faire la philosophie, renouveler la manière de penser l'espace, jusqu'à, alors elle part, me raconte-t-il, de Stalker, de Tarkovsky, bon, j'ai pas vu, bon. Ensuite, elle dérive une autre partie sur la question des zones érogènes. Je fais bon, ok. Et ensuite, elle explique la zone en géographie, vous voyez, le passage des cartes de zone à la zone critique, etc. Tu verras, c'est super intéressant. Je fais ok. Et Jérôme Gaillardet, lui, fait quoi? Lui, il est géochimiste. C'est un autre truc, hein, et lui il s'intéresse vraiment à la zone critique, mais alors du point de vue de la géochimie, quoi. Tu vois, il explique les processus à l'intérieur, les rotations du carbone, les différentes temporalités, etc. C'est super intéressant. Et donc là, vous raccrochez, et vous dites ok, et vous dites heureusement j'ai l'été pour oublier cette injonction. Et puis bon, il y a un moment, il faut lire les livres, quoi. Et là, donc, vous procurez les livres. En général, vous essayez de les trouver en août, c'est horrible, et vous avez perdu. Bon, voilà. Bon, bref, je passe là. Et puis, vous trouvez les livres. Vous les lisez, et là, cette année, et comme c'est très souvent le cas, et c'est pour ça que je me permets de raconter cette histoire, c'est pas uniquement une critique à l'égard d'Emmanuel, c'est que, encore une fois, j'ai découvert 2 livres merveilleux. Voilà, absolument merveilleux. Et effectivement, le livre de Jeanne Ethelin est un livre merveilleux parce que tout à coup, avec cette notion de zone qu'elle traverse dans des espaces très différents, j'ai beau pas avoir vu Stalker et pas du tout savoir ce que c'est qu'une zone érogène, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis cette définition qu'elle donne de la zone critique, de comment est-ce que ça permet de repenser à la fois la philosophie, l'espace, c'est absolument passionnant. Puis après, je lis le livre de Jérôme Gaillardet, qui est un aussi très très beau livre, non seulement parce que il arrive à raconter des processus chimiques qui sont complexes. Et il le fait très bien, avec une très belle langue et plein d'histoires. Et on a un plaisir incroyable. Et on se dit, bah tiens, ça va être hyper intéressant de pouvoir, pendant 1 heure et demie, les faire discuter pour essayer de comprendre en quoi cette question de la zone critique nous permet vraiment
de repenser différemment à la fois un état, une situation, une description du monde, etc. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire pendant l'heure et demie où ils vont faire tous les deux, tout seuls, tranquille. Mais avant, la première question, je pense, qui se pose à nous, qu'on a tous envie de savoir, c'est vous avez parlé de quoi pendant un jour et demi? Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre. En fait, ce qui est très beau aussi, c'est qu'il y a des points d'écho entre ces deux livres. Jeanne cite Jérôme à la fin de son livre. Et c'est le premier point par lequel j'aimerais commencer, puisque aussi Jérôme a lu Jeanne. Qu'est-ce qui vous intéresse l'un chez l'autre? Scientifiquement, je veux dire. Jeanne, est-ce que tu peux commencer? Oui. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci aussi à tous d'être là. Je tenais aussi à remercier évidemment Emmanuel pour son invitation. Je dois reconnaître que je suis assez impressionnée par la qualité des échanges à la fois intellectuels et humains, y compris des échanges donc, avec mon collègue géochimiste Jérôme. Et donc on a parlé évidemment de zone critique, mais plein d'autres choses au cours de ces jours et demi, et notamment des interventions fabuleuses auxquelles on a pu assister. Alors, pour répondre à ta question, alors moi j'ai commencé il y a plusieurs années en fait, quasiment, c'était maintenant il y a presque 10 ans, une enquête conceptuelle donc sur cette notion de zone. Alors on pourrait penser, mais quelle drôle d'idée. Et en fait rapidement, je me suis aperçue, la raison pour laquelle je me suis lancée dans cette enquête, c'est que je me suis aperçue que le terme de zone était omniprésent. On parle de zone de libre-échange, de zone industrielle, de zone économique spéciale. C'était aussi l'époque des zones à défendre. Donc la zone était en fait un opérateur de lutte militante écologique et sociale. Il y avait de la zone partout aussi dans la science-fiction, comme des espaces-temps parallèles, des quatrièmes dimensions. Et ce qui était d'autant plus surprenant pour moi, c'est que donc, ce terme proliférait aussi bien dans les arts, aussi bien dans les pratiques militantes, également aussi dans les sciences humaines et sociales, avec la notion de citoyen de seconde zone, dans l'aménagement du territoire, enfin en géographie, avec l'aménagement du territoire, le zonage urbain. Et en même temps, ce terme passait totalement inaperçu. On était focalisé sur des concepts de territoire, de lieu, de mondialisation. Mais personne vraiment ne s'était interrogé sur ce que c'était la zone. Et c'était d'autant plus surprenant qu'en fait, c'est un terme qui était jusqu'au 19e siècle extrêmement rare. Alors, vous pouvez vous amuser. Il y a cet outil qui s'appelle Google Ngram, qui vous permet de regarder les occurrences d'un mot dans la langue française depuis le XVIe siècle. Bon, sur un corpus numérisé, évidemment, limité, probablement avec un certain nombre de biais, mais néanmoins, ça vous donne une petite intuition. Et on voit que le terme de zone est quasiment pas utilisé, pour des raisons que je vous expliquerai peut-être, parce qu'en fait, c'est un terme très ancien qui appartient à la cosmologie grecque antique et qui est devenu totalement obsolète, en fait, avec les révolutions géographiques du XVIe siècle, où, en fait, on a commencé à penser la Terre comme un globe. Donc néanmoins, ce terme très très rare, on voit à partir du 19e siècle qu'il est utilisé de manière exponentielle. Et en fait, il prolifère vraiment comme ça dans notre langage, comme je disais, partout. Et la dernière surprise, et j'en viens donc à la rencontre avec le terme de zone critique. J'apprends que les scientifiques de la Terre, dont Jérôme Gaillardet, qui est donc un des grands représentants de cette nouvelle conception de la Terre dans les sciences de la Terre, qui est de penser la Terre non pas comme un globe, mais comme une zone critique, c'est-à-dire une fine pellicule, alors Jérôme vous expliquera ça bien mieux que moi, où tous les processus qui rendent la Terre habitable se situent, un certain nombre donc, de cycles biogéochimiques, le cycle de l'eau, le cycle du carbone, le cycle de l'azote. Un terme qui a été, ce concept de zone critique, qui a été popularisé évidemment par Bruno Latour également, et qui l'a fait circuler bien en dehors du champ des sciences de la Terre, et que ce concept-là, donc de zone, était devenu le
concept clé pour penser le monde dans lequel nous vivons et dans le seul monde dans lequel nous pouvons vivre, car la Terre, c'est la seule planète habitable connue à l'heure actuelle. Donc, pour comprendre notre monde actuel, il était indispensable, en fait, de se demander qu'est-ce que c'est ce terme de zone, en fait. Quel type d'espace, dans quel type d'espace nous vivons, quel type d'espace est le seul à être habitable et qui est aujourd'hui dramatiquement en danger par un certain nombre d'activités humaines qui remettent en péril les conditions d'habitabilité de notre planète. Et pour ça, on ne peut pas penser avec le globe, on ne peut pas penser avec le lieu, on est obligé de penser avec la zone. Voilà, bonjour à tous et merci également à Emmanuel de m'avoir invité aujourd'hui. Oui, Jeanne a commencé à dévoiler le sujet de la zone critique. C'est un terme, zone critique, qui a été inventé, en tout cas pour les sciences de la Terre. Et je te corrige un tout petit peu, Jeanne, c'est pas les sciences de la Terre, c'est une petite partie des sciences de la Terre, dont Latour me disait souvent, mais ce que tu fais, vous êtes 5 sur 500 dans ton institut, et c'est toi qui fais les choses intéressantes. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est quand même un mouvement un peu, comment je dirais, nouveau et qui essaye de prendre le contre-pied d'une science de la Terre ou d'une géologie qui a malheureusement pour moi, qui suis un géologue dans l'âme depuis tout petit, un peu mauvaise presse. Parce que la géologie, c'est synonyme de l'extractivisme. C'est quand vous dites à quelqu'un « je suis géologue », « ah, tu cherches du pétrole ». Ben non, en fait, un géologue, par définition, il étudie la Terre. Et la Terre, on n'a parlé que de la Terre ici depuis 3 jours. Et oui, moi, j'aime la Terre, j'ai envie de me reconnecter. Et j'ai envie que tous les terrestres et les humains se reconnectent à la Terre d'une autre manière qu'en mettant de l'essence dans leur moteur. Voilà. Et la zone critique, c'est une initiative qui est venue de ça. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que les quelques scientifiques américains de ce concile, blablabla, qui ont défini ce terme critical zone en anglais, zone critique en français, franchement, ne pensez pas à l'aspect critique, et encore moins sans doute à l'aspect de zone. Donc, et ce qui est rigolo, c'est que moi, quand je lis le livre de Jeanne, quasiment à chaque page, je me dis waouh, même si ça ne s'applique pas du tout aux sciences de la Terre, waouh, c'est exactement ça qu'on veut dire. Donc Jeanne, quand je lis le bouquin de Jeanne, elle arrive à mettre des mots sur des choses, des concepts que moi j'ai en tête, mais que j'arrivais pas à formuler d'une manière aussi élégante. Par exemple, et ça va être une des choses dont on va parler aujourd'hui, c'est que ce concept de zone critique en sciences de la Terre, il introduit, comme l'a un peu commencé à le dire Jeanne, une nouvelle manière de penser le globe. On n'habite pas, la Terre, justement, on n'habite pas le globe, on n'habite pas cette bille bleue que les navettes spatiales ont photographiée en la quittant dans les années 70. En fait, on vit une toute petite partie de ce globe-là. Et ce qui se passe à 400 km sous vos pieds a relativement peu d'influence sur vos vies à vous. Vous en dépendez assez peu. Tandis que ces arbres qui sont là, vous en dépendez beaucoup, puisqu'ils sont en train de consommer le gaz carbonique de l'atmosphère. Ils sont en train de travailler pour vous. La rivière qui est à côté également travaille pour vous. Donc la zone critique, c'est revenir à la partie réellement importante pour la physiologie de la planète et pour les vivants. Donc c'est cette toute petite pellicule qui fait que la planète Terre est ce qu'elle est, et que quand vous comparez Mars, dont on nous parle beaucoup, puisque d'aucuns veulent même aller y habiter, et grand bien leur fasse d'y aller, on s'en débarrassera. Mars n'a pas l'histoire géologique de la Terre, parce que Mars n'a pas cette zone critique, cette petite peau à la surface de laquelle des processus de réjuvénation, de régénération se produisent constamment, y compris en ce moment sous nos yeux. Ce matin, c'était assez joli d'entendre cette très belle expression d'Emma. Nous sommes en train de tomber et c'est le sol qui nous retient. Voilà, c'est exactement ça. Et moi, j'aurais aimé dire la zone critique nous retient de se faire happer par le globe. Voilà. Donc, quand je lis Jeanne, j'aime beaucoup la manière dont elle établit des comparaisons, des analogies avec d'autres domaines scientifiques qui ne sont pas du tout les sciences de la Terre, donc la psychanalyse, la physique quantique,
mais je ne veux pas vous effrayer, hein, c'est une physique quantique très abordable. D'autres domaines de la géographie, la zone, c'est pas un lieu, hein, Jeanne, je commence à déflorer ton sujet, c'est pas un lieu pris par hasard à la surface du globe, c'est une zone, et avec ces zones, l'ensemble des zones ne fait pas le globe, mais l'ensemble de ces zones permet de composer une terre, dans ma discipline en tout cas, qui n'est pas le globe, qui est une terre nouvelle, une terre à laquelle on doit se reconnecter et qui est la terre dont on doit s'occuper. Voilà. Alors pourquoi il est intéressant ce mot de zone, enfin cette notion de zone, pourquoi elle est intéressante et pourquoi elle permet mieux que d'autres, territoire, lieu, espace ou même maison, enfin, on se souvient de la grande phrase de Chirac, la maison brûle, etc. Bon. Terme auquel d'ailleurs par ailleurs fait référence le terme d'habitabilité que vous utilisez tous les deux. Donc bon, voilà. Mais ce que je veux dire, pourquoi ce terme de zone, cette notion de zone, elle est intéressante pour décrire cette fine pellicule, mais pas simplement cette fine pellicule. C'est-à-dire aussi son fonctionnement, enfin la multiplicité de ses fonctionnements. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, Jeanne ? Alors, effectivement, moi, la manière dont j'ai abordé le concept de zone dans ce livre, c'est comme un symptôme. C'est-à-dire, je l'ai abordé, le fait que ce terme proliférait de plus en plus dans notre langage, dans notre vocabulaire, à partir en fait, du milieu du 19e siècle, je l'ai abordé comme le symptôme d'une transformation profonde dans notre manière de percevoir, de concevoir l'espace et d'en faire l'expérience. Et en réalité, l'émergence du terme de zone et la manière dont il s'impose en fait, dans des champs très différents s'accompagne de transformations économiques et politiques très importantes, qui est donc la révolution industrielle et ensuite la mondialisation ou le capitalisme néolibéral globalisé. Ce qui se passe en fait au milieu du 19e siècle, c'est ce qu'on appelle aussi la fermeture de l'espace terrestre. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de flux économiques, de révolutions dans les techniques de transport et de communication qui, en fait, relient de manière plus ou moins homogène ou uniforme, évidemment, l'ensemble des parties de la planète. Et donc, il y a une sorte de fermeture de l'espace planétaire où il n'y a plus une sorte d'extériorité de l'espace qui serait une conquête, en fait, qui serait à conquérir. Alors, évidemment, maintenant, on parle de conquérir Mars. Mais néanmoins, à ce moment-là, il y a la question de savoir comment cet espace qui est en train de se clôturer, de se fermer sur lui-même, de s'homogénéiser, de s'uniformiser, comment, en fait, on peut continuer, néanmoins, à dynamiser cet espace-là. Ce qui est en fait l'enjeu même de la mondialisation, c'est en fait de créer un espace de flux, donc de circulation, d'échange, de transport, et donc un espace qui soit en mouvement, qui soit dynamique, animé. Et c'est à partir de ce moment, et pour faire ça, pour dynamiser l'espace, pour le rendre donc actif, eh bien en fait on le zone. On le zone avec des zones de libre-échange, des zones spéciales économiques et tout un tas d'opérations de zonage qui permettent de recomposer l'espace de la Terre pour en fait continuer à le dynamiser plutôt par opposition, disons par exemple à une notion de territoire, où le territoire c'est une notion de l'espace où on divise l'espace en portions à laquelle on va attribuer une identité culturelle, linguistique, nationale, à laquelle on va donner des frontières bien délimitées, et en fait, on va paver l'espace de la Terre en territoire. La zone, c'est pas un pavage. La zone, ça consiste au contraire, en fait, à rendre, non pas à découper l'espace, mais à le dynamiser, à le démultiplier, en fait. On divise pour multiplier. Et ce qui est philosophiquement intéressant, en fait, c'est que d'ordinaire, disons, dans une conception un peu classique, l'espace, c'est ce qui est, en fait, inerte. L'espace, c'est ce qui ne bouge pas. L'espace, c'est même ce par rapport à quoi on mesure le mouvement. C'est-à-dire que pour pouvoir mesurer le mouvement, on est obligé de postuler un cadre référentiel, un espace qui, donc, à partir duquel on va pouvoir localiser les objets, leur assigner des coordonnées fixes pour ensuite
mesurer leur déplacement dans l'espace. Et comme ça, on se donne la mesure du mouvement. Mais donc, c'est par rapport à quelque chose qui, par définition, lui, n'est pas en mouvement. Donc, penser un espace en mouvement, eh bien, en fait, c'est une sorte de paradoxe. Ou en tout cas, ça veut dire qu'on est obligé de changer de conception de l'espace. Et c'est ce que permet le terme de zone. Et ce qui est frappant par rapport à la zone critique, c'est que la zone critique, ce qu'elle décrit, c'est une spatialité en mouvement. Pourquoi ? Parce que donc, et là je céderai ensuite la parole à Jérôme, mais c'est un espace qui est animé. Il est animé d'un certain nombre de cycles, de rotation, de flux, d'échanges de matière, le carbone, l'eau, où en fait la rivière, l'arbre ne sont que des moments temporaires de pause, des temps de résidence, que tu vas pouvoir nous expliquer, de la matière, qui est en fait en mouvement perpétuel et continuel. Et donc parler de zone critique, c'est ici penser un espace dont la nature intrinsèque fondamentale est d'être animé, en mouvement, dynamique. Lorsque le concept de zone critique est apparu en sciences de la Terre, il est arrivé comme ça. Les scientifiques de laboratoire arrivaient à des résultats qui n'étaient pas en accord avec des observations faites in situ, dans la nature, in natura, dans la nature, avec toutes les guillemets qu'il faut. Prenons un exemple, soyons concrets. Cette feuille-là qui est tombée ce matin devant nos yeux va se décomposer petit à petit. Elle a tout l'automne, elle a tout l'hiver, elle a tout le printemps prochain. Je peux la prendre, l'emmener dans mon laboratoire, la mettre dans un réacteur et regarder à quelle vitesse elle se dégrade. Et elle va le faire en fait beaucoup plus vite que ce qui ne va se produire ici effectivement. Et je prends l'exemple de la feuille, mais je pourrais prendre l'exemple de plein d'autres transformations, des réactions qui se produisent dont on n'est même pas conscient ici, là, dans notre environnement. Donc c'est de cette inconsistance entre des résultats de laboratoire et des résultats de terrain qu'est née l'initiative Zone Critique chez les scientifiques, en disant, finalement, ouais, c'est bien gentil de faire toutes ces expériences dans le laboratoire. Ce matin, on a parlé, c'est assez intéressant aussi, du studio, hein, comme un lieu qui est un lieu un peu préservé, où on essaye qui est propre, qui est calme, etc. Le laboratoire, c'est un peu la même chose pour le scientifique. C'est ce que Pasteur a inventé. Latour a bien montré que ce qu'a fait Pasteur, c'est d'extraire d'une complexité qu'on ne comprenait pas l'agent de la maladie dans le laboratoire. Le mouvement de zone critique, c'est un peu le contraire. C'est des scientifiques de laboratoire un peu désespérés de voir que ce qu'ils ont trouvé, ce sur quoi ils ont travaillé depuis 30 ans, finalement ne s'applique pas à la réalité du terrain. Ça, c'est très, très embêtant quand vous avez passé 30 ans de votre carrière à travailler sur quelque chose qui, finalement, n'a pas d'application concrète dans la vie de tous les jours. Vous êtes un petit peu désespéré. Et donc, le mouvement de zone critique scientifique dit, bon, ben, OK, on arrête le laboratoire et vont essayer de comprendre pourquoi les quantités, les chiffres qu'on a déduits du laboratoire, on ne les retrouve pas quand on travaille dans des systèmes réels. D'accord ? Quand je mesure, par exemple, la composition chimique de la Saône, là, pas très loin d'ici, ben, je n'arrive pas à l'expliquer par des résultats de laboratoire. C'est embêtant, hein ? Et pourquoi on a ça ? Ben, c'est parce qu'en fait, dans le système naturel, il y a plein d'interactions entre plein de processus. Hein, c'est l'effet cocktail dont on parle des fois quand on parle des cocktails de médicaments, des cocktails de pesticides, etc. En fait, aucun processus ne joue jamais seul quand on est dans le monde réel. Tout interagit avec tout. Et donc, finalement, l'approche zone critique, c'est de dire, bon, bah, le mieux, c'est quand même d'observer les systèmes naturellement et de déduire de ces observations leur comportement global. Que les résultats de laboratoire soient utiles à un certain moment, oui, bien sûr, on n'a pas travaillé pour rien, mais ils doivent être placés dans un contexte un peu plus situé. Donc la notion de zone, elle apparaît là. La zone critique, c'est cette zone de la planète où tous ces processus interagissent. Donc la zone, elle est processuelle, c'est exactement ce que dit Jeanne dans son livre. La zone, c'est pas X, Y, Z sur le globe, c'est un endroit où se passent des processus particuliers et en allant là-bas, je vais pouvoir les étudier et les comprendre. Et est-ce que Jérôme, est-ce que tu peux nous donner un exemple de résultat qui a été permis par cette méthode-là ? Tu veux de choses que vous avez comprises justement
voilà, en ayant recours à cette méthode-là et pas à la méthode Oui, à laquelle on va vous avez prendre un recours. exemple qui est pas très loin d'ici. Donc on a bâti des observatoires de la zone critique. Hein. On va en parler un petit peu plus tard, parce que pour moi, les zones de ton livre, ce sont les observatoires de la zone critique, plus que cette zone indéfinie qui serait partout à la surface du globe et pas à la surface de Mars. Hein. Pour moi, les zones, c'est des endroits vraiment situés. Pas très loin d'ici, il y a un observatoire, qui est l'observatoire du Strengbar, dans les Vosges, qui a été instrumenté pour la première fois dans les années 90. Hein, les grisonnants de la salle savent que le problème environnemental dont on parlait dans les années 90, c'était pas le réchauffement climatique, hein, c'était les pluies acides qui détruisaient les forêts dans les Vosges, en Tchécoslovaquie, etc. Et les scientifiques ont commencé à instrumenter des sites, et en particulier un site dans les Vosges, sur la commune d'Aubure, à côté de Sélestat, et pour essayer de comprendre ce qui se passe, et puis pour essayer d'avoir des chroniques à long terme. C'est comme quand vous êtes malade. Quand vous êtes malade, on vous emmène à l'hôpital et on commence à vous brancher de partout pour suivre vos paramètres vitaux. C'est la même chose. Et depuis qu'on a fait ça, on a maintenant 40 ans d'observation. Alors, au début, on ne sait pas trop quoi observer, on ne sait pas qu'est-ce qu'a le malade, donc on mesure 2-3 trucs avec les capteurs qu'on a sous la main, mais progressivement, le dispositif instrumental s'enrichit et on a une vision beaucoup plus holistique, systémique de la maladie, en l'occurrence des conséquences des pluies acides sur la forêt vosgienne. On n'a toujours pas bien compris aujourd'hui pourquoi, à certains endroits, l'effet des pluies acides, il est de tuer la forêt, et pourquoi à d'autres, il est de ne pas la tuer, et pourquoi elle est préservée à certains endroits. Donc ça, c'est typiquement des approches systémiques, comme je disais tout à l'heure, que l'approche de laboratoire ne permet pas de résoudre, parce que dans le laboratoire, vous allez isoler un paramètre, et vous allez regarder un processus, mais dans le petit bassin du Strengbar qui est là-haut, on a tous les processus. Donc je pourrais vous montrer, en particulier, comment le pH, vous connaissez le pH, maintenant c'est devenu populaire grâce aux piscines, le pH des ruisseaux dans les Vosges s'est amélioré. Les truites ne pouvaient plus vivre dans les ruisseaux des Vosges. Aujourd'hui, elles revivent, elles sont revenues parce que le pH est revenu à des valeurs pré-pluies acides. J'aime aussi donner quelques bonnes nouvelles en matière environnementale, hein, parce que chaque matin qui passe, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce qui va encore se passer cette semaine? Il y a aussi des bonnes nouvelles. Le pH de nos ruisseaux est revenu à des valeurs pré-pluies acides, hein, en tout cas dans les Vosges. Donc on commence à avoir des modèles mathématiques, hein, je vous passe les détails, de prédiction de qu'est-ce qui se passe dans cet endroit-là, véritablement, ce petit bassin versant des Vosges. Alors, ok, il est tout petit et il concerne une population de cerfs et 3 forestiers, d'accord? Mais quand même, il concerne des collectifs, quand même, humains. On commence à peine à comprendre ce qui se passe là. Dans un contexte global, ça ne vous a pas échappé, qui est plus du tout le contexte climatique, en particulier les années 90, puisque le climat se réchauffe et refait du mal à une forêt qui était déjà mal en point par-dessus le marché. Voilà. Donc, des résultats concrets, c'est ça. C'est qu'à un endroit donné, on commence à faire ce que Latour appelait, mais dans ton vocabulaire à toi, ça ne te plaira pas, une science des lieux. En fait, ce n'est pas une science des lieux, c'est une science de la zone critique. On commence à avoir une idée de qu'est-ce qui va se passer, par exemple, dans un réchauffement climatique de 2 degrés, à un endroit donné. Et c'est beaucoup plus intéressant, ça, si on veut faire de la politique, que de savoir que, oui, le globe va se réchauffer en moyenne de combien? 4 degrés. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle, bien entendu, et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'en soucier, mais de dire que le globe va se réchauffer de 4 degrés, oui, ça vous perturbe, ça vous angoisse sans doute, mais ça ne vous dit pas, vous, demain, dans votre jardin ou dans la forêt dont vous êtes propriétaire, ce que concrètement vous allez pouvoir faire. Et ça, c'est des questions qui, du point de vue scientifique, restent complètement non résolues. Oui, si je peux me permettre de rebondir, parce que je pense qu'ici, on touche à un des enjeux clés autour de ce concept de zone et qui est parfaitement illustré dans ce que tu nous décris dans le cas des sciences de la zone critique. C'est la manière dont ça nous force à repenser l'articulation du local et du global. C'est-à-dire que donc, les sciences de la zone critique, c'est une sorte de science mineure, par opposition à une science majeure qui est la science des grands processus globaux à l'aide de modélisation mathématique où évidemment il s'agit d'établir des lois universelles qui seraient vraies partout, dans tous les points de la planète, pour tout le monde, en tout temps, etc. Donc,
et par opposition à ça, et qui se fait en laboratoire selon un certain nombre d'abstractions. Très disciplinaire. Et qui est fondé sur des divisions disciplinaires. Par opposition, les sciences de la zone critique, c'est des sciences du terrain, où il s'agit d'observer en un lieu particulier. Alors là, je vais utiliser le terme de lieu, mais on verra pourquoi finalement, je pense que ça nous force à repenser ce que c'est du local et ce que c'est du global. Donc, en des points particuliers de la Terre, comment fonctionne en fait le cycle du carbone, le cycle de l'eau, en ces points spécifiques, et qui donc est en fait une science du singulier plutôt qu'une science de l'universel. Et qui aussi reforce en fait à faire sauter les frontières disciplinaires, puisque pour étudier le fonctionnement des pluies acides dans les Vosges, eh bien, il faut faire venir des géologues, des hydrologues, des écologues, peut-être des gens des sciences humaines et sociales, hein, puisqu'il s'agit aussi de penser la pollution des industries, la manière dont les pluies en fait viennent des pollutions des usines chinoises en fait, hein, et de. C'est pas peut-être en fait. La forêt des Vosges n'est pas naturelle. Elle a été plantée au Moyen Âge. Et les Allemands en particulier, entre les deux guerres, ont introduit une nouvelle espèce qui n'était pas une espèce indigène, qui est l'épicéa. Et si les épicéas crèvent dans les Vosges, c'est en particulier parce que c'est pas une espèce qui est adaptée à cet endroit-là. C'est assez simple. Donc les sciences humaines, elles arrivent là. Et ce qui est joli dans la zone critique, enfin moi ce qui me plaît beaucoup, hein, qui m'a permis ces rencontres interdisciplinaires, c'est que le physicien tout seul, il peut rien faire. L'hydrologue tout seul, il peut rien faire. L'hydrologue, c'est les gens qui étudient les rivières. L'hydrogéologue, parce que c'est une autre discipline, c'est celui qui étudie les nappes. C'est pas les mêmes études, hein, attention. Tout seul, il peut rien faire, etc., etc. Donc on est en train de décloisonner, et ça fait un bien fou, quoi. Hein. Donc c'est une véritable révolution épistémologique et scientifique en fait que sont les sciences de la zone critique. Et par ailleurs en fait, comme en fait, ce qu'on voit bien, tu parlais donc c'est plutôt des sciences de la zone, c'est que on voit bien que pour comprendre j'essaie de reprendre dans l'ordre, mais quand tu disais science des lieux, ça te plairait pas. Pourquoi ça me plairait pas? C'est parce qu'on a trop le sentiment que le lieu, c'est un concept en philosophie très ancien qui a eu une grande portée en phénoménologie et qui souvent est ramené à quelque chose donc d'ultra local, centré autour d'un sujet et qui serait en fait qui s'opposerait au global, tant et si bien qu'on ne sait pas très bien comment on passe du local au global. C'est même d'ailleurs une des grandes questions des stratégies militantes qui sont fondées sur des mouvements qui partent de la base et qui cherchent ensuite à monter en échelle, comme on dit. Et donc comment on fait des transformations sociales à grande échelle en partant du bas. Bon, bref, on voit bien qu'on est emmêlé dans ces distinctions entre local et global. Et ce qui est en fait frappant dans les sciences de la zone critique, donc, c'est que ces observatoires, donc c'est un réseau d'observatoires qui existe, je ne sais pas, il doit y en avoir, il y en a combien c'est compliqué. Bon, il y en a. Le problème, c'est que tout est compliqué. Ils n'arrivent même pas à décompter leurs observatoires. Non, c'est bien que ce soit compliqué. Mais il y en a plusieurs, disons, sur tout l'ensemble de la planète. Chaque observatoire est donc orienté autour d'une question scientifique et équipé d'un certain nombre d'instruments pour étudier un processus de la zone critique en ce lieu-là. Mais il ne s'agit pas d'étudier l'écosystème particulier local d'ici, il s'agit quand même d'étudier le système Terre. C'est-à-dire qu'en fait, on étudie le global à partir du local. C'est-à-dire dans la zone, c'est toujours un concept qui cherche à articuler du global et le local. Je vais prendre un autre exemple qui est relié, par exemple, l'exemple des ZAD, des zones à défendre. Alors les ZAD, c'est passionnant parce que l'acronyme lui-même renvoie à deux concepts de zone, qui est la zone d'aménagement différé, donc plutôt à la planification et à l'aménagement du territoire, et à des stratégies militantes que vous connaissez très bien autour de Notre-Dame-des-Landes. À chaque fois, la zone
que ce soit en fait dans l'aménagement du territoire, dans la planification urbaine, ou que ce soit du point de vue des stratégies militantes et des luttes écologiques, c'est qu'il s'agit de partir d'une portion d'espace qu'on isole du reste de l'espace, où on va expérimenter avec des modes de vie alternatifs, des normes sociales, économiques, qui en fait sont distinctes du reste de l'espace, du reste de la société, afin de transformer la société elle-même. Donc c'est la partie qui va agir sur le tout. C'est le local qui va venir transformer le global selon une sorte, on pourrait dire, de dialectique ou de productivité critique. Et donc, c'était simplement pour souligner le fait que le concept de zone subvertit l'opposition d'un côté entre le local et de l'autre entre le global et permet au contraire de penser leur articulation et comment pour en fait comprendre quelque chose du global, comprendre quelque chose du réchauffement climatique à l'échelle mondiale, on ne peut pas comprendre le global depuis le global comme si le global existait quelque part, qu'on pourrait voir depuis l'extérieur. Enfin, ça n'aurait d'ailleurs pas de sens puisque ce serait ce serait jamais global. Parce que si on peut voir le globe depuis un point, enfin le tout depuis un point qui lui est extérieur, c'est que c'est pas le tout. Et donc en fait, pour avoir de la totalité, il n'y a pas d'extériorité de la totalité. Donc on n'a accès au global, à l'ensemble, que depuis l'ensemble lui-même, ce qui paraît finalement logique. Comment tu traduis ça dans tes mots de géochimiste à toi? On comprend très bien ce que dit Jeanne d'un point de vue conceptuel. Ça me rassure. Non, vraiment, on comprend très bien. Comment ça se traduit, toi, dans ce que tu observes? Je ne sais pas, cette articulation entre le tout et les parties, c'est que le tout n'est pas que la somme des parties, etc. Enfin, l'articulation globale, locale. Oui, alors il y a plusieurs choses, mais je pense qu'il y a quelque chose de très important qui est le lien entre le temps et l'espace. La zone, elle est petite. Enfin, l'observatoire dont je parlais tout à l'heure, c'est une petite zone. Et avec cette petite zone, ou en tout cas en les multipliant, j'ai pour ambition de comprendre l'ensemble du système Terre et de savoir comment, avec 3 degrés de plus, avec des microplastiques à peu près partout, ce système-là va évoluer. Il y a une question de temporalité, parce que en géochimie ou en géologie, l'espace est toujours lié au temps. C'est-à-dire que les processus qui se produisent dans mon petit bassin versant, ils sont locaux et pour la plupart, ils ont des temporalités assez courtes, qui sont les temporalités dont on nous parle. Quand un forestier, d'accord, un forestier, mauvais exemple, parce qu'un forestier doit se projeter sur plusieurs générations, ce qui pourrait vous sembler déjà, à vous, des temporalités longues. Mais on est dans une époque du présentisme, hein. Ça a été évoqué ces derniers jours ici aussi, c'est-à-dire qu'on ne voit les problèmes que à la dizaine, à la vingtaine, à la centaine d'années. Les modèles de réchauffement climatique ne se hasardent pas au-delà de la centaine d'années, en particulier parce que les modèles mathématiques ne sont pas assez précis pour pouvoir le faire. Mais donc on est complètement invisible sur des temporalités qui sont beaucoup plus longues et qui, dans les sciences du système Terre, sont associées à des échelles d'espace plus grandes. C'est-à-dire, si je veux étudier le système Terre dans son ensemble, il faut que je l'étudie sur des temporalités qui sont beaucoup plus longues que celles qui vont m'intéresser sur le petit observatoire du Strengbach. Voilà, je ne sais pas si je suis assez clair. La dynamique d'une forêt, typiquement, si vous la comprenez sur 100 ans, 200 ans, 300 ans, c'est bon, vous l'avez compris. Mais la dynamique de la rivière qui draine cette forêt, elle dépend de processus qui ont des constantes de temps, des temporalités qui sont beaucoup plus grandes. Et là, je vais vous faire peur, mais certains des processus, en particulier qui sont des processus qui se sont mis en place en réponse aux pluies acides, donc à l'action humaine, s'échelonnent sur des millions d'années. C'est-à-dire que si vous venez dans 1 million d'années, ils seront encore à l'œuvre et ils seront encore en train de répondre à une perturbation que les humains leur auront fait subir. Et la zone critique, elle essaye aussi de remettre toutes ces temporalités, de les intégrer. D'accord ? C'est-à-dire que nous ne dépendons pas, notre existence à nous ne dépend pas
que de processus court terme, d'accord, comme le réchauffement climatique. Il n'y a pas que le réchauffement climatique. Il y a le changement de composition des eaux. Vous avez vu qu'on commence à découvrir que nos eaux en bouteille, ben oui, elles commencent à être polluées. Pourquoi? Parce qu'elles ont des temps de résidence, c'est-à-dire des espèces de temporalité, des durées de vie qui sont plus longues, d'accord? Donc jusqu'à là, on ne le voyait pas, mais on commence à le voir parce que les perturbations qu'on l'on inflige à ces nappes phréatiques commencent à les modifier. Et je ne veux pas être pessimiste pour le coup, mais quand vous modifiez quelque chose qui a une durée de vie longue, ben vous le modifiez pour longtemps. D'accord? Donc si les eaux de Perrier sont polluées, elles vont être polluées pour des milliers d'années. Donc on peut dire adieu à Perrier, en fait. Hein. C'est terminé. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment pour la recherche de l'eau potable? Ben, on va plus profondément dans la zone critique. C'est-à-dire on essaye d'aller un petit peu plus profond parce que là, on est sur des échelles d'espace qui sont un peu plus grandes et du coup des temporalités qui sont un peu plus longues. Et donc on n'a pas encore perturbé, bousillé, pardonnez-moi le terme, un peu vulgaire, mais on n'a pas encore bousillé les processus qui sont des processus régulateurs à ces échelles de temps-là. Voilà. Et je termine sur la notion d'écosystème, parce qu'on a quand même une vision, en particulier à cause ou grâce à la biodiversité, très écosystémique des choses. Mais vous savez que la racine du mot écosystème, c'est, tu l'as dit, Xavier, c'est maison, hein, la science de la maison. Mais oui, mais en fait, la maison, c'est pas une maison. Elle n'arrête pas de bouger, la maison. On le voit bien, les eaux que l'on boit ne sont plus des eaux potables, parce qu'elles ont déjà dérivé par rapport à l'action humaine. Donc en fait, ce mot écologie, je ne suis pas le seul à le dire, hein, Bruno le disait, Latour le disait aussi, il n'est pas bon, parce qu'il nous met dans l'idée d'un récit où le cadre dans lequel nous évoluons est figé, et nous le perturbons, et nous devons faire en sorte de ne pas le perturber ou de le restaurer quand on l'a perturbé. Et moi, ma vision des choses, elle n'est pas tout à fait la même. Nous sommes partie prenante d'un système dynamique, nous sommes des puissances d'agir de ce système dynamique, et tout change à des temporalités qui sont variables, mais tout change avec nous. Voilà, et ça nous amène un petit peu à Gaïa. Je ne sais pas si on aura l'occasion de parler de Gaïa. Non, mais parlez-en, je sais pas. Non, mais si, mais justement, alors en quoi Gaïa c'est différent de la zone critique? En quoi, pour le dire très vulgairement et rapidement, vous préférez l'idée de zone critique vous semble plus intéressante, plus opérante, peut-être plus juste que celle de Gaïa? Jeanne? Alors, attention. Alors, moi, je pense que le concept de Gaïa est souvent mal compris. Et on en a fait un petit peu quelque chose de New Age qui ne correspond pas véritablement à son histoire et à son usage dans le cadre de cette hypothèse scientifique née dans les années 70 et qui a donné naissance en fait aux sciences du système Terre, hein. Donc l'idée que la Terre est un système et que donc que la Terre fonctionne de manière systémique par l'interaction de ce qui la compose, à la fois d'un point de vue géologique, biologique, physique, etc. Alors, j'ai deux entrées différentes sur le sujet, mais disons que donc l'hypothèse Gaïa. Alors, il y a un livre vraiment très bien de Sébastien Dutreuil, qui est un historien des sciences. Le livre s'appelle Gaïa, Terre vivante, je crois, qui est pas tout à fait Terre habitable, qui est le sous-titre du livre de Jérôme. Donc, on voit que l'hypothèse Gaïa, déjà, c'est une hypothèse qui est plus centrée autour de la question du rôle fondamental que joue le vivant dans la production, dans la fabrication de l'habitabilité de la Terre, à travers notamment la longue histoire de l'évolution de la vie depuis les bactéries jusqu'aux formes dites plus complexes, et que en fait c'est une véritable coévolution du vivant et de la Terre, dans la mesure où en fait, l'atmosphère, ça c'est la grande thèse de James Lovelock et Lynn Margulis, donc les deux théoriciens et théoriciennes de l'hypothèse Gaïa. L'atmosphère, le fait qu'il y ait une
un tel taux d'oxygène dans l'atmosphère est en fait anormal d'un point de vue strictement physico-chimique. Et il ne peut s'expliquer que par l'intervention d'un autre agent, qui est en fait le vivant, à travers, évidemment, le cycle de la respiration, de la photosynthèse, etc., qui fait qu'on a une atmosphère avec un taux de 20% d'oxygène et qui est nécessaire à une grande partie des formes de vie existantes aujourd'hui. Et donc, l'atmosphère, elle n'est pas... le fait que la planète soit habitable n'est pas donné d'avance, et ensuite la vie serait apparue dans des conditions favorables, mais en fait, l'atmosphère est le résultat de l'activité même du vivant qui fabrique ses propres conditions d'existence. Et c'est vraiment ça qu'a essayé de mettre en avant l'hypothèse Gaïa et qui a été ensuite reprise aujourd'hui. Et ce qui différencie de la question de la zone critique, alors il y aurait un certain nombre de distinctions, mais l'hypothèse Gaïa, pour le coup, est véritablement une théorie du système Terre comme un système global. On ne pense pas, alors que les sciences de la zone critique, on resitue en permanence où et comment ces processus ont lieu en tel point spécifique de la planète. Donc, et l'hypothèse Gaïa, c'est une hypothèse qui naît dans les années 70. C'est le grand moment de la cybernétique, des théories des systèmes complexes, des théories de l'autopoïèse. Et donc, on a une vision très systématique aussi du fonctionnement de la planète, qui conduit par ailleurs, en fait, qui est porteuse d'un certain nombre d'imaginaires, de normes, où on pense que le système, en fait, il s'autorégule. Et donc, ça a conduit, par exemple, James Lovelock à dire que non, mais Gaïa, elle va s'en remettre, en fait. Le système va s'autoréguler. Au pire, on illumine l'humanité, mais Gaïa, elle, n'est pas véritablement en danger, parce qu'en fait, dans la théorie des systèmes complexes, il y a le postulat que le système cherche l'harmonisation, enfin la stabilité, cherche à se stabiliser, cherche l'équilibre. Et donc, tout dérèglement est en fait simplement une réadaptation du système à des contraintes externes. Dans la théorie des zones critiques, c'est pas une vision du système où le système serait en fait quelque chose d'harmonieux, de fermé sur lui-même et qui fonctionnerait comme ça de manière quasi, on dirait, téléologique. Le système, et ça c'est quelque chose qui est vraiment passionnant dans la question des zones critiques et que cite Jérôme, que Jérôme explique à de nombreuses reprises, qui est que ça fuit de partout. En fait, le système Terre n'est pas un système fermé, bouclé sur lui-même, à l'équilibre, stable. Il est troué de partout, on pourrait dire, parce que justement, parce qu'il est composé de zones, et donc il est toujours en excès sur lui-même. C'est-à-dire qu'il y a toujours, comme je vous le disais, la zone, c'est une partie de l'espace qui transforme le tout. Et donc en fait, la partie, elle est toujours en excès sur ce à quoi elle appartient. Donc il y a toujours en fait une sorte de débordement du système qui fait qu'il ne boucle jamais véritablement sur lui-même et qu'il est en fait en constante transformation et qu'il est aussi potentiellement en déséquilibre, en conflit, sur le point de dérailler. Et donc, il est beaucoup plus fragile. C'est pour ça qu'on dit aussi que c'est une zone critique. Le terme critique vient aussi souligner qu'on est toujours sur la limite de quelque chose et que cette limite est sans cesse sur le point en fait, d'être franchie. Parce qu'il n'y a pas en fait, de fermeture totale. Et c'est passionnant ce que tu dis. Est-ce que c'est ce que tu veux dire quand tu écris, Jérôme, que l'imperfection en est la règle de cette Terre qui tourne? C'est ça que imperfection, les fuites par exemple, c'est une forme d'imperfection. Et est-ce que, encore une fois, je suis désolé, je pose des questions triviales, mais est-ce que tu peux nous raconter une fuite? Oui. Ah oui, avec plaisir.
Je veux dire juste que je me suis fait taper sur les doigts en utilisant ce mot imperfection. En particulier par des philosophes qui m'expliquent que dans la notion de perfection, il y a quand même référence à un état qui serait un état modèle, et que donc c'est un jugement. C'est un jugement. Ah. Voilà. Bon, bref, Bah oui, tu savais très bien que c'était un jugement en disant imperfection. Alors, mais je pensais en écrivant ça au fait que quand l'ADN se réplique, cette réplication n'est jamais, excuse-moi, mais les généticiens disent ça, elle n'est jamais parfaite, il y a des petites erreurs de recopie. Nous sommes tous le résultat de ce processus. Voilà, et heureusement qu'il y a des petites erreurs, parce que sinon on ne serait pas là. On serait des bactéries, bon, on polluerait peut-être pas la planète, enfin d'une autre manière. Voilà, et donc dans les fuites que j'essaye d'inventer un discours qui permette de reconnecter toutes les échelles de temps. Parce que voilà, j'en ai un petit peu marre, voilà, je veux dire, du présentisme actuel. Voilà, je pense qu'il faut qu'on envisage notre existence sur la Terre en tant qu'humain en la replaçant dans un continuum géologique. Voilà. Et c'est un continuum qui a commencé il y a 4,5 milliards d'années. Hein. Oui, je sais, c'est loin. Mais s'il n'y avait pas eu ces 4,5 milliards d'années, on ne serait pas là. Et les astrophysiciens nous expliquent que les galaxies que la sonde Bidule a photographiées l'année dernière, elles ont 10 milliards d'années. Alors pourquoi on se pâme sur des galaxies qui sont à 10 milliards d'années-lumière et pourquoi on n'aurait pas le droit de frissonner sur le fait que mes cellules à moi dérivent de 4,5 et même pas 4,5, 2 petits milliards d'années d'une évolution biologique. Et c'était quoi la question? C'était... Non, mais voilà. tu t'énerves, mais... Les fuites, voilà. Voilà. Eh bien, regardez, les fuites, je vais vous prendre un exemple très concret. Là, la feuille a été synthétisée par l'arbre au printemps dernier. Ne me trompe pas trop. Elle vient de tomber sous nos yeux. Des bactéries ont commencé à la bouffer, à la décomposer, et transforment le carbone, qui était sous forme de sucre, de protéines, etc., dans la feuille, en gaz carbonique. Voilà. Et ce que vous apprend à l'école, qui est faux, hein, c'est que la photosynthèse de l'arbre au printemps est intégralement compensée par la respiration dans les sols à l'automne, par les champignons et les bactéries, machin, tout ça. C'est faux. C'est faux parce que c'est pas 100% vrai. C'est là où est ma fuite, mon imperfection. C'est qu'une toute petite partie du carbone de la feuille, non, il ne va pas finir en gaz carbonique là, à l'automne ou cet hiver ou au printemps prochain. Il va être transformé, et c'est bien pour vous, enfin en tout cas si vous, comme moi, vous cultivez la terre, il va être transformé en humus. On en a parlé ce matin de l'humus. Hein. L'humus, c'est quoi? C'est du carbone qui était vivant, mais qui a été un peu transformé. C'est le plastique de la nature. C'est du carbone mis en réserve à la banque et qui a une durée de vie beaucoup plus longue que la feuille. La feuille, la durée de vie, vous l'avez compris, c'est la saison. Mais une fois que vous faites de l'humus, ça peut durer 100 ans, 200 ans. Les sols ukrainiens, et oui, ils sont fertiles parce qu'ils contiennent un humus qui a, on l'a daté, jusqu'à 3-4 000 ans. Et c'est cet humus qui fait leur fertilité. Mais ça, c'est donc une fuite, tu vois. Et donc, tout la feuille ne va pas redevenir gaz carbonique. Donc, quand Jeanne dit « ces arbres permettent à l'atmosphère d'être respirable », ah oui, mais non, en fait, parce que l'humus, tout autant, permet à la planète d'être respirable, parce que cet humus va finir par se dégrader et repartir sous forme de gaz carbonique dans l'atmosphère, mais c'est pas vrai non plus, parce que là, ça va fuir à nouveau. Et une petite partie de l'humus du sol va se retrouver dans la Saône. Pardon, je m'excite. Va se retrouver dans la Saône. Et dans la Saône, parce qu'il va y avoir un gros orage à l'automne qui va lessiver les sols des vignobles et blablabla. L'histoire, elle est facile à faire. Une fois dans la Saône, qu'est-ce qui lui arrive à ce petit bout d'humus? S'il a de la chance, il va être séquestré, enfoui dans les sédiments au fond du golfe du Lion. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il va falloir du temps. Et on revient sur la question de mes temporalités. Mais dans, 100 000 ans, 1 million d'années, qu'est-ce qu'il est? Ben, il est charbon, il est pétrole. Ce pétrole que vous utilisez, vous, quand vous mettez de l'énergie dans votre voiture. Et là, je m'inscris en faux devant Air France qui nous vend des bêtises en nous disant qu'on peut prendre l'avion parce qu'on va planter des arbres. Vous avez compris l'erreur
de grammaire géochimique. C'est qu'un arbre, ça pousse sur des temporalités qui sont celles de, bon, allez, la saison, et puis si on veut lui prêter une longue vie, c'est de 100 ans, 200 ans. Tandis que le pétrole que vous mettez dans votre voiture ou que l'on met dans l'avion, lui, il a des durées de vie, d'accord, qui sont de l'ordre de plusieurs millions d'années. Mais Jérôme, excuse-moi d'intervenir. Mais quand même, c'est important. On ne peut pas compenser... Non, attendez, c'est vraiment très important parce que c'est vraiment le cœur de la question des temporalités. On ne peut pas compenser des processus qui sont des processus géologiques qui se déroulent sur des millions d'années par des processus qui se déroulent sur quelques années ou la centaine d'années. Oui, mais c'était le sens de ma question. Ça. En gros, en quoi on ne serait pas juste une imperfection supplémentaire ? De toute façon, on ne l'a pas assez dit, mais les humains sont partis de la zone critique. Hein, donc, ils ne sont pas posés à côté d'un écosystème qu'ils seraient chargés de contrôler, de restaurer, de ne pas dégrader. Ils sont dedans. Et c'est là aussi où Gaïa dit la même chose. Parce que si on continue l'hypothèse de Lovelock, bon, finalement, il n'y a pas de souci. Les humains sont une espèce de plus qui est en train de modifier la planète. Et c'est normal, parce que les humains ont toujours fait ça. Voilà. Il n'y a jamais eu de sortie de route. Peut-être qu'il y aura une sortie de route, mais peut-être pas. Voilà. En quoi ce qui se passe là est différent en ce moment ou depuis quelques centaines d'années ? C'est une des questions. Et d'ailleurs, Lovelock, à la fin, il était climato-sceptique. Hein. Moi, j'aime pas Gaïa, hein, je ne m'en cache pas, et c'était une de nombreuses disputes avec Latour. J'aime pas le côté totalisant de Gaïa, hein, le truc... Voilà, c'est encore l'image de l'habit bleu et c'est encore une manière de ne pas s'occuper de la Terre. Et par contre, je termine, excuse-moi Jeanne, j'aime bien composer Gaïa par des zones. Justement. Voilà, je pense que ce que je dis dans mon livre, quelque chose que sur lequel j'essaye de revenir et d'ajouter, c'est de dire, bon, souvent, l'hypothèse Gaïa, on en prend la version de James Lovelock, géophysicien qui travaillait par ailleurs pour l'industrie pétrochimique. On oublie souvent, on efface un petit peu la contribution de Lynn Margulis, microbiologiste, qui, en fait, si on suit, ils n'ont pas exactement la même version de Gaïa, en fait. Et la version de Lynn Margulis, qui est beaucoup plus, il me semble, proche de ces questions qui nous intéressent, donc de sortir des visions totalisantes, voire totalitaires, de la Terre, du vivant, et qui conduisent à des impasses à la fois éthiques et politiques où tout est connecté, tout est harmonieux. En fait, en suivant le fil de Lynn Margulis et en fait de la contribution décisive cette fois-ci des sciences de la vie dans les sciences de la Terre, c'est de suivre la question de l'évolution et de la coévolution du vivant. Parce que souvent on dit, en tout cas Latour aimait bien présenter Lovelock comme le nouveau Galilée. Mais il faut savoir que Margulis, c'est la nouvelle Darwin en fait. Elle a révolutionné la théorie de l'évolution en faisant quelque chose de beaucoup moins linéaire, qui n'est pas centré sur la question de la compétition, de la survie, de l'adaptation, avec son concept d'endosymbiose. On pense beaucoup à la question des symbioses entre le lichen et l'arbre, par exemple, la guêpe et l'orchidée. Enfin, je reviens un peu là-dessus. Et donc, en suivant le fil de Margulis, on obtient une image de Gaïa qui est elle-même... Autant Lovelock disait que Gaïa, c'était soit une mère nourricière qui allait s'en remettre, soit une vieille femme malade qu'il fallait brancher sur des machines, c'est-à-dire faire de la géo-ingénierie. Margulis, elle disait que Gaïa, c'était une tough bitch. On n'est pas du tout dans le même registre. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là ? C'est que Gaïa, en fait, est beaucoup plus complexe. La Terre est beaucoup plus imprévisible que simplement une machine cybernétique dont on pourrait contrôler les paramètres. En introduisant, en fait, surtout de la question donc, de l'imprévisibilité, de la contingence liée en fait, aux relations symbiotiques des vivants, Margulis, elle ramène aussi, j'allais dire, Gaïa sur Terre, parce que bon, on en parlait de la bille bleue, mais c'est aussi ça les sciences de la zone critique, c'est ramener la Terre sur Terre. Comme je vous disais, la Terre, elle n'est pas dans l'espace, elle est là.
Et donc, elle va vraiment sur le terrain regarder les matelas produits par les bactéries et qui, en fait, progressivement composent l'habitabilité de la planète à travers un certain nombre d'échanges et de réactions. Et ce qui m'intéresse beaucoup, moi, et je terminerai là-dessus, excuse-moi, sur l'hypothèse Gaïa, souvent on a présenté Gaïa sous la métaphore, je vous ai parlé de la mère nourricière, je vous ai parlé de la vieille femme malade, de la belle salope tough bitch de Margulis. Il y a aussi l'image de l'organisme vivant. Souvent on pense Gaïa comme étant une sorte de grand corps organique. Et c'est l'analogie de la Terre avec un organisme, l'analogie de la Terre avec le fonctionnement d'un corps humain, voire même en fait l'analogie de la Terre avec un corps spécifiquement féminin, où on compare les fleuves à des veines, les montagnes à des courbes féminines, ou des choses comme ça. C'est une image fortement inscrite dans la pensée occidentale. Je vous conseillerais ce livre de Caroline Merchant qui s'appelle « La mort de la nature » et qui est donc complètement infusé de conceptions éthiques, normatives, qui, en même temps que, en fait, progressivement, qu'on s'autorise, disons, à violer le corps des femmes, on viole le corps de la Terre et on va chercher dans ses entrailles de la Terre les bijoux, c'est-à-dire les minerais que la Terre-mère essaye de dissimuler aux mineurs et de cacher ses richesses comme une femme jalouse. Eh bien, donc cette analogie-là, moi, j'essaye de la réinventer dans ce livre de manière implicite avec une autre image du corps qui ne serait pas le corps de l'organisme, le corps biologique, donc ce corps qui est organisé fonctionnellement, où chaque organe en fait a une fonction au service de l'ensemble et qui permet donc à cet organisme de fonctionner. J'essaye de réinventer cette analogie à travers donc une autre conception du corps que je prends de la psychanalyse, notamment à travers toute la partie que je consacre aux zones érogènes, puisque, en fait, le concept de zone érogène, il est fondateur de la découverte de l'inconscient dans la psychanalyse à travers l'étude de l'hystérie, où, en fait, les personnes souffrant d'hystérie ont des pathologies physiques, corporelles, c'est-à-dire des paralysies du bras, des sortes de dermographismes réels, dont elles souffrent, mais qui ne correspondent pas à une réalité anatomique ou physiologique. Mais c'est du corps quand même. Et en fait, ce que découvre Freud, à travers l'étude de l'hystérie et à travers en fait, ce qui va devenir les zones érogènes, c'est la réalité d'un autre corps, qui n'est pas le corps biologique, qui n'est pas le corps étudié par la médecine, mais qui est le corps de l'inconscient, le corps pas vécu au sens le corps dont j'ai conscience, parce que précisément le corps de l'inconscient, et les symptômes qu'on manifeste, c'est bien parce que c'est quelque chose dont on n'arrive pas à prendre conscience et qu'on exprime d'une manière ou d'une autre. Bref, c'est une autre image du corps qui est le corps zoné, et qui n'est pas donc le corps biologique ou le corps anatomique ou le corps organique. Et je vais terminer sur cette conclusion très suggestive pour vous inviter à creuser ce fil. Mais en fait, on aurait tout intérêt, je pense, à repenser la Terre comme un corps non pas organique, mais comme un corps zoné, à l'image de ce qu'est notre corps, en fait, qui est le corps de l'inconscient, qui est un corps animé de flux, de désirs, animé, qui est traversé par des conflits psychiques et qui n'est pas totalisable, qui est totalement désorganisé, mais qui en même temps, c'est le plus vrai corps, parce que c'est le corps qui nous fait lever le matin, c'est le corps qui nous fait choisir un partenaire ou une partenaire amoureuse, c'est le corps qui nous fait trouver une vocation professionnelle, c'est vraiment le corps qui nous fait vivre. Et voilà. Mais c'est super que tu rappelles cette partie du livre. Ouais. Applaudissez.
Non, mais c'est super que tu rappelles cette partie du livre, parce que c'est une très belle partie, c'est la deuxième. Et pendant toute la lecture de cette partie, je me suis dit, waouh, comment ça peut parler à Gaillardet, ça, Voilà, donc je suis très heureux, Jérôme, de pouvoir te poser la question directement. Comment ça te parle? Il n'y a pas de problème. Dis le mec qui réfléchit en disant ouais, non, pas du tout, mais on peut très bien dire que le corps, on peut composer le corps, un autre corps qui n'est pas le corps organique, par des zones érogènes, et on peut très bien dire que moi je compose la Terre, qui devient hystérique au passage, hein, vous l'avez bien remarqué, par des zones critiques que j'ai envie d'équiper. Je suis un scientifique, hein, j'ai quand même un problème avec l'instrumentation. Enfin, en tout cas, vous avez besoin d'objets, vous? Non, faut pas le dire comme ça. On a besoin d'extension de nos sens. La feuille, tu la vois tomber, mais la décomposition par les bactéries, tu la vois pas. Et donc, si tu n'es pas équipé, tu ne peux pas le voir. Voilà. La même chose que tu n'es pas sensible à la quantité de glycémie dans ton sang. Il te faut un médecin, il te faut une prise de sang, il te faut toute une chaîne de mesures, etc. Donc, nos extensions de nos sens qui nous permettent de voir les choses qui ne sont pas visibles et en particulier d'adresser des temporalités qui ne sont pas les temporalités que l'on sent. Voilà. En tant qu'humain, elle est importante. Donc, si j'arrive à instrumenter un certain nombre de zones et non pas de lieux, voilà, que j'aurais pris au hasard en divisant le globe en X, Y, mais parce que ces zones-là, je les ai identifiées comme des zones importantes pour le comportement du système, et bien là, je serai content. Mais on est encore très loin, scientifiquement, d'avoir été jusqu'à là. Alors, il ne reste pas longtemps, ça c'est une très belle question, de savoir où vous en êtes, mais je n'ai pas la poser. Il ne reste pas longtemps avant d'ouvrir les questions à vous, mais celle que je me pose depuis le début en vous écoutant, et donc j'aimerais bien que vous y répondiez l'un et l'autre, c'est, alors, une fois qu'on fait ça, qu'on pense la Terre comme ça, de cette manière-là, en zone critique, etc., qu'est-ce que ça nous permet de voir qu'on fait mal, et que les politiques publiques en matière d'environnement font vraiment font mal, et est-ce que ça nous permet d'apercevoir des choses qu'on pourrait faire mieux? Voilà. Oui. Alors, il y a les deux, hein, il y a les deux. Oui, non, mais c'est un truc, il faut absolument qu'on en parle, parce que c'est aussi un des points de convergence entre les deux bouquins. C'est que Jeanne explique très bien que ces zones, ce sont des endroits de la transformation. Et je pense que quelque chose qu'on fait mal, que les scientifiques font mal, que du coup les politiques, pas très bien qu'est-ce que ce sont les politiques, mais font pas bien non plus, c'est que les scientifiques qui vont à un endroit, qui étudient des choses, qui font des mesures, prennent ces mesures, repartent dans leur laboratoire, publient des articles sur lesquels ils vont être évalués, sur lesquels leur université, qui est de moins en moins riche, va être évaluée, etc., etc. Donc on rentre dans une logique qui n'a plus rien à voir avec la quête de la connaissance ou la connexion à la Terre. Et donc, ces zones critiques, et c'est là où on en est, et c'est un projet qui avait été, je vous raconte ça, parce qu'il faut quand même que les gens soient au courant de ce qui se passe dans ce pays. Hein. C'est un projet qui s'appelle Transform, que nous avions gagné. Nous, c'est un collectif de géologues, de scientifiques, de physiciens, de sciences sociales, d'artistes également, pour créer des lieux d'habitabilité. Donc des endroits situés où on ne va pas faire que des mesures de composition chimique du sol, de la rivière, etc., mais où on va convoquer des artistes, des sciences sociales, etc., pour inventer des solutions plus durables, j'aime pas du tout ce mot, mais en tout cas des endroits, enfin des solutions pour rendre la Terre plus habitable, ou continuer à pouvoir l'habiter. Et ben, ce projet le jury international nous a attribué 50 millions, ça peut paraître beaucoup, mais c'est sur 10 ans et c'est beaucoup de gens derrière, a été réduit par le gouvernement actuel à 15 millions en nous disant, vous avez 2 ans pour faire preuve que ce que vous proposez est important. Voilà, donc on ne va pas y arriver, c'est évident. En 2 ans, vous n'allez pas transformer un lieu où des scientifiques venaient faire des mesures en associant les gens du coin, les citoyens, développer de la science participative, apporter des artistes qui vont enrichir le dispositif, etc. On se fout de notre gueule, pour parler français, et on nous donne un peu d'argent comme ça pour
pour qu'on puisse pas dire que ce projet, qui n'était pas bien vu dans l'ambiance actuelle, a été complètement supprimé. Mais c'est ça qu'il faut faire. Je pense qu'il faut que les scientifiques se tournent davantage vers d'autres formes de savoir, mais c'est un scientifique qui parle, hein, qui sont tout aussi riches. Alors bien sûr, le savoir des sciences sociales, c'est évident, mais également l'art, des formes de savoir vernaculaires. Hein. Moi, je suis toujours très impressionné quand je discute dans un endroit donné avec la manière dont les gens qui habitent cet endroit comprennent les mécanismes que des scientifiques vont redécouvrir au bout de 15 ans en mesurant le pH de la rivière. Enfin, on arrive souvent à des trucs assez caricaturaux. Hein. Voilà, donc ça, on ne le fait pas bien. Et la zone critique, elle permet ça aussi. En tout cas, les observatoires de la zone critique ont, à mon avis, la promesse d'être des zones de transformation. Alors, c'est local et c'est pas global. Et on retombe sur ce problème de comment, d'une expérience locale qui aura marché, je généralise, je vais convaincre Macron à l'Élysée ou Poutine avec son empire qu'il essaye de bâtir que c'est pas la bonne solution ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est un problème de politique, mais qui sont aussi des questions que nous nous posons en tant que scientifiques. Merci. Moi, j'abonde tout à fait dans le sens de Jérôme. Néanmoins, je voudrais simplement peut-être ajouter je voudrais pas qu'on fasse croire que la zone, c'est la panacée. C'est-à-dire que, en fait, la zone, comme opérateur de transformation du tout par la partie, peut-être c'est la seule chose que j'aurais, seule thèse philosophique que j'aurais pu essayer de transmettre. C'est pas simple. Elle est aussi en fait au cœur des imaginaires politiques et des pratiques politiques, y compris des gens comme Elon Musk, Curtis Yarvin, donc toute le techno-féodalisme de la Silicon Valley, où eux aussi en fait, veulent créer des zones partout sur la planète, cette fois-ci pour en fait se soustraire aux règles politiques, économiques, toutes les formes de régulation qu'il pourrait y avoir, afin d'expérimenter avec une forme de capitalisme débridé, sauvage, qui inclut effectivement de conquérir, de détruire la planète et d'aller en conquérir d'autres. Et donc en fait, la zone, c'est pas bien ou mal en soi. La zone, c'est en fait un outil de transformation de l'espace par l'espace qui peut être utilisé d'un côté comme de l'autre. Et néanmoins, il y a un enjeu à répondre aux zones libertariennes de droite par des zones dans lesquelles on va expérimenter nos propres manières de transformer en fait et de construire des futurs désirables et possible pour tout le monde. Il nous reste un quart d'heure pour quelques questions. Alors, Emmanuel, qui devait apparaître tel un génie... Allez, voilà. Avec une apparition chorégraphiée. Donc, il a un micro. Donc, si vous, si vous levez la main, on vous donnera le micro. Il y a une question là-bas, Emmanuel. Madame. Ah pardon, j'ai pas vu qu'il y avait un deuxième micro. Merci. Merci beaucoup. J'ai deux questions. La première, c'est, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai entendu parler, les travaux d'Anna Tsing et la notion de patch. Vous ne l'avez pas évoqué. Est-ce que à tous les deux, elle vous évoque quelque chose? Et la deuxième question, c'est, je travaille actuellement en observation dans un laboratoire de biologie du développement. Sur le développement précoce des embryons, le développement préimplantatoire, sur le modèle murin, donc des souris. Et ce que disait Jérôme tout à l'heure sur le fait d'aller regarder les choses telles qu'elles sont in situ, ça reste relativement impossible pour ce qui est du développement embryonnaire préimplantatoire, et même ensuite. Quelles sont dans ce contexte-là les limites de la science? Est-ce qu'on peut vraiment dire quelque chose du développement de l'embryon dans la mesure où on a pu le regarder qu'à l'extérieur de son milieu de vie, et qui plus est sur des souris de laboratoire? Super question, là. Alors moi, je vais essayer d'adresser la première, hein, je te laisse la seconde. Sur le concept de patch chez Anna Tsing, alors effectivement, ce qui est vraiment là où ça rejoint beaucoup ces enjeux
de zones, de sciences des zones, c'est que le concept de patch chez Anat Singh, c'est effectivement regarder dans des endroits précis comment des transformations écologiques sont en cours à partir d'infrastructures humaines et en fait produisent ce qu'elle appelle cette nouvelle nature ou cette nature férale, c'est-à-dire une nature qui est transformée par les activités humaines. Et ce qui est intéressant, c'est que Tsing donc, développe ce concept de patchy anthropocène ou d'anthropocène patchwork, avec cette idée que l'anthropocène, c'est pas simplement que les effets planétaires sont différents en fonction des lieux, mais c'est que l'anthropocène lui-même est la combinaison, la conjonction de dynamiques locales différenciées, et que donc il faut en fait revenir effectivement sur des questions de situation. Là où il me semble que ça se différencie un peu, c'est que je pense, mais il faudrait que je vérifie, c'est que la manière dont Anat Singh, à travers le concept de patch et donc d'enquête de terrain qui allie des études, les sciences de la nature et des sciences humaines et sociales, ça reste quand même très centré sur la question du vivant. C'est-à-dire qu'on s'intéresse essentiellement à des dynamiques, que ce soit que ce soit au niveau des espèces ou des populations animales ou de bactéries. La question justement des temps géologiques, c'est très biocentré, par opposition aux sciences de la zone critique qui sont géocentrées, c'est-à-dire qui prennent en considération vraiment à la fois qui vont jusqu'à les roches, jusqu'à la question des roches et des échelles de temps. Oui, mais Jeanne, arrêtons avec ce bio et ce géo, parce que je pense que c'est un des problèmes de penser comme ça, qui date de l'école primaire, puisque voilà. Et bah oui. Et puis on fait de la géologie parce qu'on n'aime pas la biologie, et parce qu'on veut pas toucher à des animaux, et on fait de la. Non, mais je disais simplement que non, mais c'est pas une critique, mais j'en profite pour dire ça. C'est que c'est vraiment centré sur la question des relations. Quand on parle du non-humain, le non-humain, en l'occurrence, c'est toujours le vivant. Mais pour moi, alors qu'il y a des non-humains qui vont en fait. De la question des inanimés, de l'inorganique. Oui, mais pour moi, qui suis un animiste en construction, le mur de pierre ou le château, c'est des matériaux qui ont été faits par des vivants. Donc, c'est du vivant, c'est un peu des termitières fossiles. Donc, comme j'ai envie que vous continuiez à déjeuner et à dîner ensemble, je pense qu'en fait vous êtes d'accord, c'est juste que oui, descriptif ce que disait Jeanne, c'était pas du tout, elle faisait pas de la distinction de manière normale. Je voulais répondre sur la question de la biologie du développement quand même. Et la réponse est la suivante. Étant donné que la biologie est bien en avance par ses méthodes d'exploration sur les géosciences, c'est certainement pas les géosciences qui vont donner des conseils à comment faire à la biologie. Et je prends juste un exemple. Si là, vous me demandez à quelle profondeur est la nappe sous nos pieds, il y a une nappe pratique, forcément. Je ne sais pas, parce qu'en fait, on ne dispose pas de méthodes d'exploration, genre l'échographie, que vous allez faire quasi systématiquement dès que vous avez un petit bobo. On n'a pas de méthode d'échographie, on commence à en avoir, d'échographie de la zone critique. Donc en fait, cette zone critique dont on parle depuis tout à l'heure, dont on a dit qu'elle était peu épaisse, on ne la connaît pas. On ne connaît pas son architecture. C'est absolument incroyable qu'on vit sur une planète qui n'est pas le globe, d'accord, je l'ai dit 20 fois, mais qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qu'il y a sous nos pieds. On ne sait pas quelle est la profondeur ici de matériel poreux, cultivable, dans lequel je peux stocker de l'eau, etc. C'est fou. C'est une terra incognita qui est sous nos pieds et auquel on ne s'est jamais attaché. Les cartes géologiques, par exemple, l'ont évacué. Vous prenez une carte géologique, vous avez une carte des terrains, mais qui sont sous la partie habitable de la planète. C'est quand même assez incroyable. Et nous n'avons pas de carte. Alors, on n'a pas parlé des représentations, du coup. Oui. Et nous n'avons pas de carte de la zone critique. Elle reste à inventer. Alors, Emmanuel me dit qu'il y a beaucoup de questions. Et donc, pour éviter de les prendre en groupe, parce qu'à chaque fois qu'on les prend groupées, on en oublie quelques-unes, je vais vous demander juste de les faire les plus synthétiques possibles et que du coup, vos réponses soient aussi relativement synthétiques. Oui, non.
Allô? Oui. Je voudrais savoir comment est-ce que vous articulez l'étude des zones avec l'approche par les milieux, l'étude des milieux, la mésologie qui a été popularisée par Augustin Berg, ou voire la notion de Umwelt. Alors, rapidement, mais du coup, avec le risque de simplifier un peu trop vite, c'est la notion de milieu, notamment telle qu'elle est utilisée chez Uxkule. Elle reste quand même très locale, en fait, dans la mesure où elle est organisée autour d'un sujet percevant et de son environnement. Alors évidemment, ça transforme la notion d'environnement et de sujet à la fois, mais la dimension planétaire n'intervient pas. Réponse courte. Allô. Oui. Bonjour. J'aurais une question, plutôt une provocation pour Jeanne Etla. On ne vous voit pas, monsieur, excusez-moi. Ah, pardon. Ah oui, c'est la mienne. Oui, j'aimerais très modestement tenter de vous réconcilier avec le terme de lieu, parce que j'ai l'impression que l'embarras que vous avez avec ce terme vient de ce que vous n'en considérez que l'assertion spatiale. Quand il me semble que c'est plutôt un terme en réalité dynamique, parce qu'en français, quand on dit que quelque chose a lieu, c'est bien qu'il y a une considération temporelle. Et le lieu sous-entend toujours qu'il y a quelque chose de latent qui se concrétise ponctuellement, souvent en considérant le fait social, effectivement. Et c'est peut-être là d'où vient la méfiance de la zone critique envers le lieu, c'est qu'il est beaucoup contaminé de l'humain que la zone critique ne veut pas avoir. C'est un peu la zone érogène, le lieu de la zone critique. Mais pour dire qu'en réalité, quand on dit en anthropologie, par exemple, génie du lieu, on ne pense pas à un singulier, on pense à un particulier. Et donc le lieu m'a l'air de prendre en charge idéalement cette révolution épistémologique que vous semblez défendre en proposant quelque chose qui, lui, décolonise réellement l'universel, c'est le pluriversel. Alors, je suis parfaitement d'accord, mais disons que j'ai pas voulu dire que le lieu était figé. Hein. Pour moi, le lieu, c'est quelque chose qui est localisé dans la mesure où il est souvent de la relation d'un sujet avec un objet d'intention, de conscience ou d'environnement. Alors que la notion de zone, en fait, implique toujours avec elle la notion du global, de la totalité, et en plus la zone, évidemment, le lieu aussi est également dynamique, mais la zone, c'est quelque chose qui est comme opérateur de transformation. Et souvent, après, là où je ne suis pas du tout... je disais que je ne veux pas donner l'image que je condamne le concept de lieu. Hein. Je dis simplement, premièrement, que le concept de zone a été sous-examiné, qu'il est omniprésent, qu'il décrit notre réalité contemporaine, qu'on ne peut pas donc qu'on ne peut pas négliger de comprendre quelle différence ce concept essaye de faire, pourquoi les gens parlent de zone et pas de lieu dans certains contextes. Néanmoins, le concept de lieu, comme le concept de territoire, dans certains contextes, a des potentiels émancipateurs et vraiment très forts. Moi, je vais là parler du territoire, par exemple. Pour les luttes indigènes en Amérique latine, faire des zones, bon, à discuter, mais c'est pas la priorité. Le faire des territoires, parce que c'est lié à des enjeux de souveraineté politique, de droits civiques et juridiques. Là, ce sont des concepts opératoire du fait de l'histoire du concept de territoire qui est lié en fait au concept d'État. Donc dans un autre contexte historique, géographique et culturel, des luttes par le concept de territoire a un sens et une efficacité. Voilà, si je peux un peu nuancer. Madame. Oui, bonjour. Moi, c'est une question pour Xavier. Je voulais que vous nous reconfirmiez que ces livres sont accessibles. Que les quoi, pardon? que ces deux livres, qui ont l'air absolument extraordinaires dans tout ce qu'ils ouvrent, sont effectivement accessibles. Vous nous avez dit, finalement, c'est très facile à lire, donc vous confirmez. Ah, accessible, vous voulez dire que... accessible, oui. Vous pouvez les acheter, ça c'est accessible, ok? Oui, non, pour les comprendre. Ah, lisible? Ah ouais, tout à fait. Si j'ai réussi à aller jusqu'au bout, c'est que vraiment, c'est lisible.
peux dire un mot pour le livre de Jérôme, je pense que quelqu'un a fait la comparaison avec le traité de la nature de Lucrèce. Et je pense que c'est une comparaison très réussie parce que c'est un livre de poésie scientifique. C'est extrêmement poétique. Il y a du récit, des anecdotes, des images, des métaphores. C'est très beau. Jérôme, ce serait bien que tu puisses dire la même chose du livre de Jeanne, mais c'est pas grave. Passons aux questions, puisqu'ils ne veulent pas le faire. Hein. Merci, Jeanne. Une autre question? Oui, dans un endroit où il y a une vraie recherche de, non pas de consensus, mais de dissensus qui fasse résonner les choses, je voulais adresser une remarque à Jeanne sur laquelle je veux bien l'avis de Jérôme. Je peux faire plus fort, il n'y a pas de souci. La question que je me pose, Jeanne, c'est que il me semble que vous utilisez la psychanalyse comme un puits à métaphores. Je pense que depuis le vieux agrégé de neurologie viennois avec un cancer de la mâchoire et toujours son cigare, beaucoup de choses ont évolué et que, je ne sais pas comment le formuler, vous utilisez Freud comme Freud était un scientifique, alors que Freud est une mine à métaphores. J'ai juste une remarque de quelqu'un qui n'est pas un fidé, parce qu'il y a plein de fidés dans la salle, des vrais docteurs, d'un modeste psychiatre et même pas neuropsychiatre, qui est juste MD, qui s'exprime là. Mais mon sentiment, c'est qu'il faut donner à Freud la place qu'il doit avoir dans l'histoire des idées. Voilà, c'est une remarque que je voulais faire là-dessus. Je peux vous répondre très simplement, en sens où je pense que c'est ce que je fais en montrant la centralité du concept de zone érogène dans l'histoire de la psychanalyse. Et par ailleurs, effectivement, je l'utilise comme un modèle heuristique pour apporter, en plus de l'intelligibilité, à qu'est-ce que ce concept fait dans ce contexte théorique spécifique-là par rapport au type de problème que se pose Freud à son époque. Et je retrace ensuite la postérité que ce concept a eu dans l'histoire de la psychanalyse. Je consacre à sa réinvention par Jacques Lacan jusqu'en fait Lucie Rigaret, une figure de la psychanalyse qui a été malheureusement oubliée et qui propose en fait, qui mobilise le concept de zone érogène contre ce qu'elle identifie comme le phallocentrisme de la psychanalyse avec ses propres outils. Donc moi, je ne m'inscris pas du tout, je ne cherche pas à contribuer ni au champ de la psychanalyse, mais plutôt, comme vous le dites, à une sorte d'histoire des idées à partir de ce concept de zone et comment il a été mobilisé dans des contextes où certaines personnes se posent des questions précises et disent non, mais là, en fait, on a besoin d'un nouveau terme pour nommer ce que moi j'essaye de comprendre, mais je ne suis pas là pour juger est-ce qu'il a raison ou tort. Merci beaucoup pour vos questions qui ont été excellentes comme toujours. Merci beaucoup à tous les deux, Jérôme et Jeanne. C'était passionnant de vous écouter. J'espère que vous avez pris plaisir et que ça vous a intéressé. Merci. Et les livres sont accessibles là-bas.